Coucou. Voilà, avant de présenter l'histoire très intéressante de RR3, je viens de me retaper ce film-là en Blu-ray, c'est la première fois, mais j'avais déjà vu en DVD. Magnifique, Fury, avec Brad Pitt. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un très très bon film. Franchement, j'ai même regardé les bonus, c'est très intéressant avec les vétérans de l'époque de 40-45, je veux dire 39-45, ils avaient quoi, 20 ans, 21 ans, 22 ans, et c'est un très très beau film. Et à chaque coup, j'ai encore la grosse larme. Je suis encore ému de ce film-là parce que je viens de l'enlever du lecteur et j'ai encore des poils qui me... C'est un très très beau film. Avec le char Tiger dans les bonus, parce que c'est toujours des bonus intéressants. Char allemand. Hein, des années 40 forcément. Et c'était le dernier char qui... C'est un gros char en plus qui est anti-char, de toute façon tu pouvais même pas lance-roquette, ce que tu voulais, ça pouvait rien faire. C'est le dernier char qui est resté et qui, en plus, qui roulait encore. C'est le seul au monde d'ailleurs. Il vient d'amuser, ils l'ont mis dans le film. Il en reste 10, mais dans les 10, il y en a un qui roule, c'est le Tiger tank allemand. Et ça, je ne savais même pas. En tout cas, les vrais vétérans de l'époque, hein, ils avaient quoi, 18, 20 ans, 22 ans. Là, dans les bonus, ils ont 90 ans. C'est quand même hallucinant que des gens comme ça, qui ont fait la Seconde Guerre mondiale, à 90 ans, ils sont encore en une forme, mais ils ont vu des horreurs pas possibles. Mais même pas imaginer, parce que quand tu vois le film, c'est tout à fait ça. Et le film est magnifiquement bien réalisé. Enfin, moi, j'aime bien. Il est vraiment beau, c'est magnifique. Très très beau film. Je suis encore ému de ce film-là. Je l'avais déjà vu, mais jamais vu en Blu-ray. Donc c'est parti, c'est une histoire très intéressante, RR3. Cussac Cantal, 29 août 1967, RR3. Dossier des rencontres du troisième type en France, Julien Gonzalez. Avec l'illustration du humanoïde, c'est parti. Alors, François Delpech, 13 ans et demi, Anne-Marie Delpech, 9 ans. Cantal, dans le Cantal, 29 août 1967, 10h30 du matin. Le temps est beau, le ciel est clair, un léger vent souffle de l'ouest. Une dizaine de vaches paissent sous la garde de François et Anne-Marie. Paissent, hein, P-A-I-2-S-E-N-T, accompagnés de leur chien Médor. Pour passer le temps, ils jouent aux cartes. Vers 10h30, ils doivent cesser leur partie, car des vaches s'apprêtent à franchir un muret. François se lève, se retourne et aperçoit alors de l'autre côté de la départementale 57 ce qu'il croit tout d'abord être 4 enfants. Derrière une haie, à une quarantaine de mètres, François appelle son chien afin qu'il détourne les bêtes de leur dessein. Car de l'autre côté du muret, dans une pâture voisine, se trouve une trentaine de vaches appartenant à un voisin. François ne reconnaît pas les 4 enfants. Et intrigué, il alerte sa sœur Anne-Marie, déjà heureux d'une distraction possible, tout en avançant dans son pré vers les 4 enfants. Il s'écrie « Vous venez jouer avec nous ?» Point d'interrogation. Les étrangers qui ne semblaient pas avoir pris conscience de la présence de François et d'Anne-Marie, assis dans le pré, n'avaient pas changé de place. Tout en s'avançant, les 2 enfants découvrent derrière les petits êtres, et à demi masqués par une clôture et une haie de buissons, une sphère de couleur argentée, de 2,50 m de diamètre, donc accompagné peut-être d'une sonde, j'en sais rien, extraterrestre, ce que tu veux, resplendissante et pénible à regarder. Aucune ouverture n'est visible. Déjà très fort. 2 êtres se trouvent à gauche de l'engin et semblent plus petits que les 2 autres. Placés de profil, ils semblent se regarder. Au centre se trouve un 3e personnage, agenouillé, et paraissant gratter le sol. Le 4e debout, à droite de la sphère, regarde dans leur direction. Il tient à la main un miroir rectangulaire paraissant avoir 2 faces. Son éclat aveugle les enfants qui observent la projection en arrière d'une vive clarté qui tranche sur la partie droite de l'engin argenté. Les 2 témoins se rendent compte qu'il ne s'agit pas d'enfants normaux. Les petits hommes noirs qui mesurent 1,50 m à 1,50 m de haut possèdent des cheveux noirs et une barbe qui semble recouvrir le cou et le menton. Leurs bras sont longs et leurs fins sont longs, et
fins et leurs jambes sont courtes et fines. Relativement au corps, la tête paraît normale, mais le crâne est pointu, ainsi que le menton et le nez. Le menton, il faut pas demander. Le corps est recouvert d'une combinaison noire, collante et bruyante. En fait, ils sont tout noirs complètement. J'ai bien compris l'histoire. C'est hallucinant. Un peu comme celle de plongeurs ou des mécaniciens. Ne recevant pas de réponse à sa proposition et intrigué par cette scène, François monte sur le muret qui borde la route. Semblant prendre conscience de la présence des jeunes enfants, les étrangers s'embarquent dans leur engin en se propulsant à la verticale. Les deux de gauche, puis celui du centre plonge la tête, la première, dans la partie supérieure de la sphère en effectuant un retournement à 180 degrés. Le quatrième, qui avait commencé son ascension comme les trois autres, retourne en arrière et semble ramasser quelque chose. Voilà, c'est pour ça qu'on va voir l'illustration, et c'est très intéressant. Ramasser quelque chose qu'il aurait oublié sur le sol. La sphère ayant décollé en spirale, il a rejoint à 10 mètres d'altitude. Un sifflement doux et aigu se fait entendre. Alors, ce qui est plutôt rare, parce que d'habitude, les ovnis, tout ça, il n'y a pas de son, il n'y a rien. C'est l'impression que c'est un autre temps. Au cours de cette ascension, les enfants d'El-Push remarquent que leurs pieds sont palmés comme ceux des hommes grenouilles. Anne-Marie remarque un trépied sous l'engin. Mais son frère pense qu'elle a confondu avec des branches d'arbres. Au cours de l'ascension de la sphère, elle n'a pas remarqué ce trépied et ne sait pas à quel moment il a disparu. La sphère disparaît rapidement en direction du plomb du Cantal. Pendant ce temps, Médor aboie, le chien, évidemment, pas les enfants. Les vaches du voisin, en quittant leur propre pâture, se joignent au troupeau des parents de François et Anne-Marie, et une odeur de soufre se répand dans l'air. Oui, ça, souvent, c'est le cas qu'on voit dans les sortes de sphères ou d'ovnis atterrissage, ce que tu veux, et c'est souvent comme ça. Il y a une odeur de soufre, un truc vraiment bizarre. Pas tout le temps, mais bon. Dans l'air. C'en est trop. François et Anne-Marie cèdent à la panique. Ils récupèrent leurs vaches et rentrent à la ferme. Médor ne les a pas attendus, ce qui ne les a jamais été arrivé. Voilà. L'un des ufonautes de l'RR 3 de Cussac, illustration de Jean Giraud, extrait de la revue Info OVNI, numéro spécial Les Humanoïdes, autorisation de l'auteur. Et je vais vous faire voir le dessin de ce qu'ils ont vu. Voilà. Bon, il a l'air sympathique, mais après... Ah oui, il est vraiment étrange. Il est même très étrange. Derrière la sphère, c'est pas la lune ou le soleil, d'accord. C'est la sphère. De 2,50 m. Je vais me mettre de près. Alors on sait pas ce qu'il ramasse, je ne sais pas. Et voilà. Et peut-être que j'ai les informations complémentaires. Monsieur Valjeux, ce qui se trouve un tracteur à 300 mètres de là, n'a rien vu ni rien entendu. Par contre, c'est ce que je disais, Monsieur Delché, qui remue du foin dans son grenier à Cussac, entend le sifflement provoqué par la sphère. Petit Dieu, les gendarmes de Saint-Flour alertés ne remarqueront rien d'anormal, aucune trace, si ce n'est l'odeur du soufre. Ouais, il revient ce truc-là vraiment bizarroïde. Persistant encore quelques heures après. Petit 3. Pendant les nuits suivantes, François et Anne-Marie eurent un sommeil agité, comme peuplé de cauchemars. C'est souvent le cas aussi dans l'ufologie, ou alors il saigne du nez, il y a une belle goutte là comme ça. Enfin, il peut y avoir plein de trucs. Voilà. Pendant plusieurs jours, François a eu les yeux larmoyants, oui, voilà, conjonctivite, tout ce que tu veux, enfin des trucs vraiment bizarres. Surtout le soir, près de la lumière électrique. Petit 4. Donc, ils ont eu à faire quelque chose qui n'est pas normal. De toute façon, on sait très bien. Lors de sa contre-enquête, petit 4, réalisée en 1977, Luc Bourdin, enquêteur LDLN, à Clermont, rencontra en 1977 François Delpuch, étudiant à la faculté de Clermont. C'est ainsi qu'il apprit que la phrase attribuée à Anne-Marie « Vous venez jouer avec nous » est une pure invention journalistique, car tout de suite les témoins se rendirent compte qu'ils n'avaient pas affaire à d'autres enfants. Voilà, en plus, il ne faut pas oublier que les journalistes, les médias, ils inventent des choses. On va croire que c'est les autres. D'autre part, Anne-Marie eut l'impression que la sphère reposait sur des pieds, mais François ne vit rien tel. C'est possible qu'il y avait trop petits trépieds, 2, 4, 5, bon bref, ça c'est fort possible. François ne vit rien de tel et pense qu'il s'agissait simplement de branches situées en dessous. En petit 5, en 1978,
Claude Power, qui vient de créer le GEPAN au sein du CNEX à Toulouse, se déplace à Cussac en compagnie de 3 autres enquêteurs de cet organisme. 11 ans après les faits, les témoins sont interrogés, des mesures de distance sont prises. Ils vont pas lui foutre la paix quand même. À bout d'un moment, ils l'ont vu. Point barre. Ils continuent à l'emmerder, vous voyez. Diverses tests sont effectués, notamment des échantillons de divers produits sont soumis à François pour qu'il tente d'identifier l'odeur dégagée du soufre pendant le décollage de la sphère. Oui, puis avec la sphère. L'hypothèse d'un hélicoptère de son équipage est ainsi écartée assez rapidement. Faut pas de la gueule du monde, quoi. À l'aide d'une grille d'interprétation des témoignages conçus par le GEPAN, quelque temps auparavant, un rapport interne de GEPAN est rédigé, mais il ne sera rendu public qu'en 2005. Ce qui est énorme. En 1983-85, une contre-enquête, ça continue, est réalisée par Thierry Pinvidic, Bertrand Muet et Jean-Pierre Grandjean et sera publiée 10 ans plus tard dans OVNI, vers une anthropologie d'un mythe contemporain. Bien sûr, c'est un mythe. Ça a toujours été un mythe, d'ailleurs, depuis des milliers d'années. Bon, bref. Ouvrage publié sous la direction de Thierry Pinvidic et réunissant des ufologues majoritairement favorables à l'explication socio-psychologique. Oui, bien sûr. Après, on va dire qu'ils sont dingues, les gosses. Bon. Lors de leur contre-enquête, les 3 ufologues rencontrent d'abord le principal témoin en 1983. François est alors âgé de 29 ans. Et on continue à l'emmerder. En 83. Bon, bref, François leur affirme que l'odeur constatée était très fugitive, que l'objet était d'une luminosité inouïe, qu'il perçut une sensation de chaleur et de souffle, qu'il n'a jamais constaté de traces dans le champ, contrairement aux récits publiés dans Phénomènes spatiaux, que le détail des pieds palmés, comme des grenouilles rapporté à l'époque par sa petite sœur, n'est guère fiable. Bon, les feuillages des arbres et de la haie cachaient le sol, que l'observation fut d'environ 30 secondes, pas plus. 30 secondes, ça suffit. Pour que ça marque longtemps. Et rencontre ensuite Anne-Marie, la petite sœur, qui leur prise d'avoir des béquilles en dessous de la sphère. Puis le garde champêtre de Cussac, qui était dans sa grange au moment des faits, avait entendu un fort sifflement qui attribua alors à un survol d'un hélicoptère. Plus tard, dans la soirée, il aurait lui-même ressenti l'odeur du soufre ou d'ozone dans le champ. Enfin, monsieur Pinvidic, Meust et Grandjean rencontrent MV, un fermier qui labourait son champ au volant de son tracteur au moment des faits et qui fut la première personne à rencontrer les enfants après l'observation. Il confirme que les 2 enfants étaient complètement paniqués lorsqu'il s'adressait à lui en demandant s'il avait vu ou entendu quelque chose. Non, on n'a rien vu. Mais l'agriculteur conduisait alors son tracteur dans une direction opposée à celle des enfants. Le bruit du moteur couvrait toute autre source sonore. Pour lui, les gamins ont été sincèrement terrifiés par quelque chose de réel, mais qui doit être un phénomène naturel, explicable, et pas, alors par contre il dit, et pas une histoire d'extraterrestre. Bon, à la lecture de l'article de M.M. Pinvidic, Meust et Grandjean, la colonisation extraterrestre de l'article de phénomènes spatiaux est fortement relativisée. Cependant, les auteurs jugent indéfendable l'explication par le décollage d'un hélicoptère, et ils aboutissent à la conclusion que le cas résiste à l'analyse. Et si la réduction de cette affaire est un phénomène d'ordre psychosocial demeure possible, il nous fait admettre que nous ne l'en trouverions toujours pas. Et quand tu revois ça, faut pas déconner quand même, avec la sphère derrière, et ça dure 30 secondes. Voilà, je coupe là. Merci et à bientôt. Histoire très intéressante. Dans le Cantal, le 29 août 67, 10h30. A plus.